Bonjour, voici donc la deuxième partie de sport et patrimonialisation avec l'exemple de Roland-Garros. Dans la dernière vidéo, nous nous sommes arrêtés à la création du stade et à l'arrivée du tournoi dans ce stade pour recevoir la Coupe Davis en 1900. Les Français gagnent contre les États-Unis en 28, en 29, en 1930 et contre l'Angleterre en 1931. À nouveau contre les États-Unis en 1932, ils perdent en 1900. Si le moment fort du tournoi reste la victoire de Yannick Noah en 1983, il ne faut pas oublier que le stade a connu utilisation comme en 1939, en octobre, il y a installé un camp de transit pour étrangers jugés indésirables. Environ 600 intellectuels et anti-nazis sont parqués sous le central à partir du mois d'octobre. L'écrivain hongrois Arthur Koestler, qui reste une semaine, en parle dans son roman La lie de la terre, notre grotte où tanière n'avait pas de fenêtre, au-dessus de notre tête, comme toi, nous n'avions que le dessus d'une grande tribune qui faisait au-dessus de nous une pente de 45 degrés. Le premier match se joue à Roland-Garros après-guerre, le 17 septembre 1944, est une exhibition entre Henri Cochet et Yvon Petra, arbitré symboliquement par Simone Mathieu dans son uniforme des forces françaises libres. Le stade sert également à accueillir d'autres événements sportifs, souvent d'envergure internationale. Une rencontre de basket entre la France et la Belgique, qui joue en 1931. De 1934 à 1947 se déroulent les finales du championnat de France de basket. La boxe aussi exploite l'espace du stade le 7 juillet 1946 pour un combat au sommet entre Marcel Cerdan et Holman Williams. Des combats célèbres ont lieu. Le plus important d'entre eux, le plus connu d'entre eux, est probablement celui qui oppose le champion d'Europe Jean-Claude Boutier face à Carlos Monzon en 1973 dans un combat organisé par Alain Delon. Le ring est alors positionné au centre du court principal, au milieu des tribunes, avec des projets. Le central peut être aussi transformé en patinoire, comme ici, où les cueilleurs du Racing défient l'équipe d'Oxford en 1928, ou bien des patineuses également qui s'exercent, mais également en représentation théâtrale, mise en scène par Jean-Louis Barrault, où on peut voir Jean Marais. D'ailleurs, le cours central va prendre finalement plusieurs facettes artistiques. Les tribunes combles accueillent le tournage d'un clip de Martin Solveig. Et en 2011, c'est le DJ Bob Sinclair qui, à son tour, renouvelle l'opération. Finalement, il peut être transformé en ring de boxe couvert. Pourtant, 2 fois, le stade de Roland-Garros a failli déménager. D'abord sous Philippe Chatrier. Dans les années 1970, le stade a été délabré. Il souhaite alors agrandir le stade et égaler les autres grands tournois. Mais finalement, en acquérant l'ancien Institut Marais, il peut transformer Roland-Garros et rester sur les terres. Il y fait venir le siège de la fédération. En 2009, une réflexion du comité directeur s'engage une éventuelle délocalisation. Ceci pour 2 raisons. Une négociation sur la redevance avec la ville de Paris s'annonçait difficile et il fallait avoir un plan réserve. Deuxièmement, la capitale n'offrait pas d'espace pour agrandir les installations, alors que nous avions un besoin impérieux. Entre octobre et novembre 2010, nous avons été très près d'un déménagement. Puis en 2011, lors de l'Assemblée générale, les représentants du tennis français doivent faire un choix parmi 4 solutions qui feront rentrer Roland-Garros dans le XXIe siècle. Entre Marne-la-Vallée, Gonesse et Versailles, le choix est difficile. Les 3 sites présentent chacun des atouts. Transport et espace pour les 2 premiers. Versailles, à quelques pas du château, finalement c'est le site historique qui est privilégié, à une grande majorité. Le choix est non seulement financier, rester coûte 3 fois moins cher que de partir, mais aussi lié à l'histoire du stade. Et effectivement, à Gonesse, le coût est estimé à 500 millions d'euros. À Marne-la-Vallée, 500 millions. À Versailles, 600 millions. Et à Paris, 250 millions. Nous avons fait le choix de ne pas nous lancer dans la course au gigantisme, car Roland-Garros y aurait perdu son âme. Mais il y a aussi d'autres atouts financiers. Dans un courrier adressé à Jean Gachassin, le 8 février 2011, Bertrand Delanoë s'engage à réduire taxes et redevances. Christophe Chenu, le directeur général de Lacoste, indique qu'un déménagement hors de la capitale
nous aurait nécessairement conduit à modifier les termes du contrat. Les sponsors souhaitent donc aussi voir le tournoi rester porte. Trois autres tournois du Grand Chelem se sont, quant à eux, déplacés pour s'agrandir, notamment le tournoi américain et australien. Pour Wimbledon, après être resté 45 ans sur le site de Roper Road, il déménage en 1922 à quelques encablures pour un site plus vaste à Chalk Road. Il fut appelé championnat du monde sur herbe jusqu'en 1923 et Championships jusqu'à aujourd'hui. L'US Open, alors appelé US National Championship, est créé en 1881 sur la prairie du casino Newport à Rhode Island. Le tournoi se joue sur gazon. Sur le site, en 1954, James Van Allen crée l'International Tennis Hall of Fame, un musée à l'endroit des premiers terrains. En 1915, il déménage à Forest Hill, à New York, avec son stade en forme de fer à cheval. Après un passage à Philadelphie, 1921, 1922, 1923, 1924, il y revient de 1925 à 1977. En 1968, le tournoi change de nom et devient l'US Open. En 1975, le gazon est abandonné pour une terre battue verte, le Hard Tour. Puis en 1978, il prend sa surface de jeu actuelle, le DecoTurf, à base de ciment et en résine. Encore une fois, pour gagner de l'espace, en 1978, le tournoi part. Il est toujours dans la même ville, mais à Flushing Meadow. Le stade devient le National Tennis Center. Le court central est baptisé le Louis Armstrong. En 1997, le stade est remodelé, agrandi, modernisé et se nomme USTA Billie Jean King National Tennis Center. Le court central est rebaptisé Stadium Arthur Ashe, 23 500 places. L'Australian Championships, aujourd'hui l'Open d'Australie, est fondé en 1905 à Melbourne. En 1969, il va déménager à Kooyong, au Melbourne, sur l'herbe de World Houseman Cricket Ground. Depuis ses débuts, à cause de la distance, le tournoi est peu fréquenté par les joueurs étrangers. Ce n'est qu'à partir des années 1980, après de multiples déménagements, qu'il s'impose comme l'équivalent des trois autres grands tournois. À partir de 1972 et jusqu'en 1983, il ira à Sydney, Adelaide, Brisbane, Perth, Nouvelle-Zélande, Hastings, puis il se réinstalle à Kooyong en 1983 pour partir à Flinders Park, Melbourne. En 1988, le gazon est remplacé par une surface dure, le Roboon Ace, et en 2008 par le Plexicushions. En 1997, le stade est rebaptisé Melbourne Park et le central, la Rod Laver Arena. Nous voyons donc que d'autres histoires s'écrivent en changeant de lieu. C'est le temps qui fait son œuvre finalement. Pour Roland Garros, donc, le tournoi va rester dans le stade historique. Il faut renouveler et inclure le passé. D'autres finales de Coupe Davis se sont déroulées en France, mais ailleurs qu'à Roland-Garros. Effectivement, le court central n'étant pas couvert, le risque météo est trop important. Il faut assurer l'heure des matchs pour la presse, dans les différentes modifications du stade, qui ont consisté à des agrandissements, des aménagements plus confortables pour le public, les joueurs ou le personnel. La fédération a toujours reculé devant la couverture d'un ou plusieurs courts. Il fallait effectivement tout démolir pour reconstruire. Mais cette fois, c'est avec force que la fédération a imposé sa volonté. La couverture est indispensable pour faire face à la concurrence des autres grands chelems. Bernard Guggesselli, président de l'époque, le secrétaire général de la FFT en 2013, donnait à cette force une origine lointaine, qui remonte au début de la construction du stade et montre une continuité, comme une filiation entre les présidents successifs. Il dit cette force n'est pas que de l'incantation, c'est la force de l'histoire, celle de tous les dirigeants qui nous ont précédés et dont nous sommes seulement les passeurs. Ceux qui, en 1928, mirent la main à la poche pour financer le stade, qui servit d'écrin aux mousquetaires, ces mêmes mousquetaires qui dirigèrent la fédération, qui inspirèrent Philippe Chatrier. Le sens de l'histoire pour nous, c'est un Roland-Garros qui couronne depuis 1928 le meilleur et le pire sur terre battue. Les installations sont effectivement magnifiques.
s'incarne dans l'histoire, dans les serres de Paris, le cours Simone Mathieu. Nous pensons que c'est la représentation immatérielle du tournoi qui renforce la valeur symbolique du patrimoine matériel. La fédération est bien consciente qu'elle détient une double manne. D'ailleurs, depuis 2014, le stade participe aux Journées européennes du patrimoine. Après la création du Tenniséum, des visites du stade sont aussi possibles. Même les reconstructions successives du cours central se sont attachées à conserver la structure en béton et la célèbre croix de Saint-André dans un style art déco pensé en 1927 par l'architecte Louis Faure du Jarry. Le nouveau stade intégrera dans les parties réservées aux joueurs une architecture et décoration liées à l'histoire du tournoi et à ses grands acteurs. Nous avons bien deux notions, celle de l'événement sportif, évidemment indispensable, et celle du lien, de cet événement de plus en plus indissociable du lieu au fur et à mesure des années. Comme le dit Michael Guittard, responsable du Tenniséum, au milieu des travaux, pendant des décennies, le petit rectangle ocre au centre de l'imposante structure du cours central est toujours le même. Celui qu'ont foulé les mousquetaires en 1927. Il n'a pas changé, il est toujours au même endroit, comme l'on voit sur ces plans. L'histoire, l'importance de l'histoire avec les statues des mousquetaires, la célébration du centenaire, dans les journées du patrimoine, également l'architecture même du nouveau stade est pensée avec les croix encore donc de Saint-André, comme je l'ai dit tout à l'heure. Dans ce couloir où on voit les photos des anciennes stars françaises, nous pensons que l'événement sacralise le lieu ou l'objet qui devient ainsi patrimoine. Par exemple, sur le cours numéro 18 à Wimbledon, où eut lieu le match de tous les records entre Mahut et Isner, une plaque mémorialise le match et le lieu. Elle fut inaugurée par les protagonistes. Nous pensons que dans le cas des tournois centenaires du Grand Chelem, se provoque une double inclusion faite par la durabilité du lieu. L'architecture représente une période et le lieu devient la représentation symbolique de l'événement. Le cratère de Flushing Meadow et le fer à cheval de Forest Hill sont des temples du tennis moderne et d'autrefois au même titre que le Centre-Court ou le Philippe Chatrier. Ce patrimoine est un système symbolique générateur d'identité collective, comme le dit Lamotte en 2016. Un grand chelem, ce n'est pas un grand hôtel qu'on duplique aux quatre coins du monde. Un grand chelem, c'est un stade des grands joueurs, un public, un palmarès et une histoire qu'on écrit sans cesse. Merci de votre attention et à bientôt.